Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Comme toujours, on est très heureux d'être avec vous. Une émission consacrée aux traditions, au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'algues, de leurs vertus et d'un lieu original, unique, après la cueillette, savonnerie naturelle, 100% artisanale. Nous avons rendez-vous avec Sandra Lemarchand. Je suis humain au fil de l'eau. Né sous le signe du poisson, ascendant Phyto-Sagittaire, sa passion pour le monde végétal et le monde maritime est inscrite dans ses genévriers bretons. Atteinte d'une maladie incurable, l'osmose, la mer coule dans ses veines. Sandra Lemarchand est shootée à l'iode. C'est une passionnée d'algues. D'ailleurs, elle en a fait sa quête de l'algue, de végétal, de naturel, chlorophylle et chlorophage. Ah, il faut la voir dès le matin, en robe de chambre ou en robe de chanvre. Elle en passe des heures et des heures à arpenter la côte, bouche bouée, sur le sable émouvant. Que fait-elle ? Elle mate l'eau, prend ses bains quotidiens et remonte les vents alizés pour trouver l'algue de triomphe. Oui, on fait ce qu'on peut. Les algues, elle les connaît, elle les reconnaît, elle les cueille avec respect, savoir-faire. Et après la cueillette, elle rentre chez elle, va au fond du jardin, dans sa cabane du bêcheur, et en fée magicienne, elle les transforme, les fait bouillir, les mixe, et abracadabra, elles deviennent savon. Après la cueillette, c'est une savonnerie naturelle, 100% artisanale, un lieu tourné vers le bien-être, le respect de la nature, un lieu qui cultive le goût des autres, l'échange, un lieu de transmission des savoirs savants pour faire des savons, car ici, pas question de garder secret ses savoir-faire, au contraire, allez, poussez les portes de l'atelier, venez goûter les algues, apprendre à fabriquer des savons, des shampoings, des crèmes, des gelées et autres tubes de rouge à rêve. Autant de produits qui, en plus des soins apportés au corps, vous apporteront du baume au cœur. N'hésitez pas, venez cueillir l'éphémère pour un bien-être durable. Allez, comment est née cette idée de savonnerie ? Quel en est le concept ? Comment fabrique-t-on le savon ? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée Sandra. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. On a hâte de connaître les secrets de la fabrication du savon. Alors, avant d'en parler, permettez-moi de vous présenter nos deux Jean-Pierre, nos deux petits savants. Pas de Marseille, mais savants quand même. Hein. Salut les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Pierre Pouvreau. Bonjour Jean-Pierre Bertrand. Ça va-t-il ? On va vraiber. On va vraiber, bon ben ça c'est bien. On va bailler. On va bailler. Alors si on va bailler, de quoi vous allez nous parler ? Que ton collègue qui va parler à Ney. Ney, mesdames, après la cueillette, ils sont à la ramasse. Ouais, alors ils ont ramassé de l'Helix aspersa ou alors de l'Helix promotia. Je vous avais annoncé savant. Hein. Doluma. Ah d'accord, ok. Voilà, je vais parler de l'humain puisque on est dans la saison où on peut les ramasser, c'est autorisé. Il y a une période où on s'est interdit pour la reproduction et là on peut en profiter dans la nature, ramasser des lumas. Donc je vous expliquerai un petit peu, moi j'en ai ramassé très très longtemps et je vous expliquerai un petit peu comment on peut faire de bons lumas à l'ancienne. Il y a plein de recettes, moi c'est la recette de ma grand-mère que je vais vous livrer tout à l'heure. Quand tu me fais... Oui, alors voilà, j'ai marqué le refrain, si on pourra le chanter tout à l'heure. On s'accorde. Que le refrain. Hein. D'accord, ça marche. Et Jean-Pierre Bertrand, au programme. Moi, j'ai trouvé deux archives sonores qui nous parlent d'algues. Oui. Parce que c'est vieux comme le monde. Hein. C'est vrai, les vertus des algues. Oui, nos aïeux ont toujours récolté les algues pour un tas de raisons, notamment pour... faire de la soude, mais aussi pour engraisser les terrains. Mais on s'en servait aussi comme matériau de combustion. D'accord. Ouais. On s'en servait aussi pour couvrir des galeries, des toits, pas longtemps, mais etc. etc. En fait, l'algue a été une matière extrêmement cueillie dans le passé. Et donc il y a des archives là-dessus. Oui. Bon, on écoutera ça dans un instant. Sandra Lemarchand, le concept après la cueillette, c'est quoi ? C'est un magasin, c'est un site ? En préparant l'émission, vous m'avez dit, j'ai avec 2 casquettes. Alors c'est quoi ces 2 casquettes ? En fait, après la cueillette, c'est le nom de mon entreprise, parce que le nom, je l'ai trouvé du fait qu'après avoir cueilli les plantes, on peut faire plein de choses. Donc entre autres, faire des savons. Ça, c'est ma première activité. Ouais. Et la deuxième, c'est faire découvrir les algues, en fait, partager mes connaissances là-dessus. À tout le monde, tout simplement. C'est non seulement savoir les identifier, les reconnaître, mais c'est aussi savoir les cuisiner
Ouais. Les cueillir aussi, peut-être. Il y a une technique particulière? Oui, tout à fait. On les arrache ou non? Non, on les Surtout coupe pas. au ciseau. D'accord. Pour On leur les donner coupe la chance de ouais. repartir, justement. D'accord. On les coupe au ciseau et après, on fait des recettes de cuisine. D'accord. On essaye de faire des choses assez originales, mais très simples, qu'on peut reproduire facilement à la maison, avec les enfants, avec la famille. Et puis, suite à cette journée-là, on partage le repas qu'on a préparé ensemble. Excellent. Voilà. Et vous, comment vous êtes tombé dedans? Comment vous avez découvert les secrets des algues? Les algues, en fait... Les algues et puis le savon aussi. Quel est votre parcours, en fait? Voilà ma question. En fait, on va dire, je suis quelqu'un de très autonome à la base. Ouais. Et je fais beaucoup de choses moi-même. Ouais. Le savon, je ne savais pas le faire. Et l'usage de la soude en causant des brûlures, j'ai en fait freiné ma frénésie de l'autonomie là-dessus. Et lors de mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans un magasin bio. D'accord. Et là, j'ai rencontré une savonnière qui m'a expliqué comment utiliser la soude, tout simplement. Mais à l'époque, c'était pour l'usage de la maison. Ok. Mais quand on fabrique des savons, on n'en fait pas qu'un. Ouais. Donc, magnifique plateau. Oui. Magnifique plateau. Merci. Ah ouais. On en mangerait. Ouais. Et en fait, quand on en fait des savons, on en fait plusieurs. Et à l'époque, je les faisais que pour la maison. On était 2. Donc, ça faisait beaucoup de savons qui étaient stockés. Et au lieu de les garder, je les offrais à des amis, au lieu de ramener du vin ou des fleurs, des choses comme ça. Puis j'ai eu des bons retours. Et puis à un moment, je me suis arrêtée de travailler, je me suis posée, je me suis mise en retraite, comme je disais. Ouais. Et il y a un soir, illuminé par une étoile, j'ai eu cette... c'était le soir d'un anniversaire d'un ami. On était en pleine nature et on m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» J'ai dit « Je fais rien, je suis en retraite. » Et en fait, j'ai dit « Non, t'as raison, je fais des savons. » Et j'ai décidé de devenir savonnière comme ça. D'accord. Et là-dessus, j'ai une copine qui m'a dit « Mais tu peux pas faire que des savons, t'es pas monotache. » Ça te correspond pas. Voilà, c'est ça. D'autres savoirs, d'autres... Oui, et j'avais rencontré quelqu'un quelques temps avant à qui j'avais montré en fait comment faire la cuisine avec des algues. Enfin, c'était un ami d'amis. Et lui m'a dit « Ça serait bien que tu viennes dans l'association et que tu transmettes ton savoir. » Et donc, du coup, je suis rentrée dans cette association-là, mais je suis aussi, j'ai mis ça aussi sur mon activité professionnelle. Donc, 2 casquettes. Voilà, c'est ça. 2 casquettes, excellent. Ouais. Et alors, comment on se fait connaître? Quel est le public qui vient vous voir? Comment ça se passe? Alors, pour se faire connaître, en fait, c'est beaucoup du bouche à oreille. Du bouche à oreille. Ouais. Y a aussi les médias. Enfin, j'ai eu Ouest France. Des émissions télé aussi oui, il y avait les Chemins Nathalie, tout ça, à fait. Ouais. Et puis l'association d'Angers, là. Et aussi, il y a des magazines. Il y a le Elle Magazine aussi qui avait fait un petit extrait là-dessus. Et beaucoup de réseaux sociaux, en fait. Oui. Ouais. Ça participe à se faire connaître. Voilà, exactement. Si on se concentre sur la question des algues, combien il y a de variétés? Comment on les repère? Est-ce qu'il y a une saison aussi? Emmenez-nous et dites-nous ces secrets. Alors, les algues, en fait, il y a à peu près, on va dire chez nous, 400, 450 en Vendée. D'accord. On va multiplier par 2 pour aller en Bretagne. Donc, c'est beaucoup plus important. Et mais on les reconnaît, en fait, tout simplement, il y a une sensibilité qu'on met... en fait, on va œuvrer là-dessus. En fait, on va travailler sur le toucher. C'est-à-dire qu'une algue, on va savoir si on peut la manger rien qu'en la touchant. Ah oui? À la texture vous verrez. La prochaine fois, vous irez sur les rochers. Et quand vous touchez l'algue, entre votre index et votre pouce, donc vous êtes en sensibilité, limite vous fermez les yeux et vous touchez. Et ce que vous allez sentir entre vos doigts, c'est ce que vous aurez comme sensation dans votre bouche. D'accord. Pas le goût, mais au moins la texture. Excellent. Et du coup, c'est super important. Et après, la consommation, la cuisine, etc., ça, c'est autre chose. Mais j'ai perdu le film. Il n'y a pas de saison? Si, bien sûr. Si. Alors, on cueille plutôt au printemps, on va dire avril, mai, juin. Ouais. Et après, on part sur fin août plutôt, parce que les algues à la crème solaire, c'est pas bon. Et on va faire, après le premier coup de... en fait, en général, il y a une grande marée au mois d'août, mi-août à peu près. Donc après cette grande marée-là, on peut commencer. Et on va faire septembre, octobre, jusqu'à mi-novembre. D'accord. Sachant que là, c'est déjà bien avancé.
En fait, je pense que le vent d'Est qu'on a eu nous a dégradé un peu les Un algues. petit peu, ouais. Et apparemment, les plantes terrestres aussi commencent à sentir plus l'automne un peu plus tôt que D'accord, prévu. ouais. Et des algues, vous en faites parfois du savon. Enfin, dans la savonnerie, il y a 2 savons qui sont faits à partir d'algues. Tout à fait. Ouais. Il y a 2 savons qui sont faits à partir d'algues, le savon algue et le savon vif. Ouais. En fait, dans l'algue, j'ai fait une infusion d'algues et j'y ai mis aussi des paillettes d'algues. Et dans le vif, il y a une infusion d'algues et du jus de gingembre frais que je fais à l'extracteur de jus. D'accord. Je me tourne vers Jean-Pierre Pouvreau. En tant que cuisinier, vous travaillez l'algue ? Alors moi, je fais partie d'une génération où je découvre la cuisine des algues, puisque ce n'est pas la tradition de travailler des algues. Donc j'ai jamais été bercé dans la cuisine à base d'algues. Je découvre plein de saveurs différentes à l'heure actuelle par les médias. Et j'avoue que c'est hyper intéressant pour parfumer les sauces, de la cuisine de volaille. Peu importe, on peut mettre les algues à toutes les sauces. Tout à fait. À toutes les sauces. Mais je découvre, voilà. Des chips. Ouais. Oui, pardon. Oui. Ouais, je vais peut-être Allez-y, rajouter quelque allez-y, chose allez-y, qui est vraiment pas connu. C'est que pour faire cailler le lait, Oui. on a la présure. Ah oui, Autrefois, on avait la chardonnay. La chardonnay, ouais, c'est Ah oui. ça. Ouais. À l'île-Dieu, alors ça, on a ça, ces infos dans le 19e siècle, Ouais. on cueillait une algue qui s'appelle la queue de Jeanne. Oui, le Chondrus crispus. D'accord. Voilà. Donc Ah c'est pas oui. d'aujourd'hui non plus. Pour Que faire cailler le l'algue, lait. voilà. D'accord. Et là, c'est concret. Pour la caillebotte. Ah oui, pour, les caillebottes. Pour faire les caillebottes, oui. Ah, je savais pas. D'accord. Et vous, les algues, donc du coup, elles deviennent infusion, elles deviennent entre autres Pour la cuisine Oui. Non, très peu pour Très peu. l'infusion. D'accord. Non. Ah oui. C'est plus dans la cuisine, C'est plus dans vraiment la cu- à ouais. manger. D'accord. Ouais. Donc on fait, pendant la petite découverte des algues, là on fait 2 entrées, enfin on va dire entrée apéro, Ouais. et un plat et un dessert. D'accord. Ouais. Et ça peut se présenter sous forme de chips. On peut en faire. Oui, on fait, et ça c'est très surprenant parce Oui, que ça a une saveur qu'on ne connaît pas. Il y a l'umami entre autres comme saveur qui est sympa. Et du coup, même les enfants ils adorent. Même si on leur dit que c'est des algues, ils goûtent et ils trouvent ça Et ils super trouvent ça bon. super bon. Ouais. Ouais. Et là, on la lie bien, par contre, avec une viande rouge. On peut mettre D'accord. ça en Ok. petit Ouais. à côté. Ouais. Et ça, c'est très bon. Et il y a autrement le poivre de mer, qui est une algue excellente. C'est vrai. Ouais, qui a une saveur qu'on mange juste crue, pas cuisinée, et qui est vraiment sublime. Jean-Marc Perrochon, pardon, Ouais, qu'on au connaît. Grisant, Ouais. l'utilise, le pose sur son poisson et le D'accord. trouve très très bonne aussi. Eh ben, ça met en appétit tout ça. Alors, moi, je propose qu'on reste dans la thématique. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Bon, on quitte un peu les algues, mais Oui, quoique c'est un domaine vraiment intéressant passionnant, à pratiquer, je vais dire, au quotidien. Et non, moi je suis pas. Je découvre au fur et à mesure des journées là, de différentes façons de consommer des algues, à part la salicorne, qui est une algue qui est un genre de plante qui pousse dans l'eau salée, quoi. Voilà. Non, mais là, moi je vais parler, c'est la saison d'Uluma. C'est la saison du luma, puisque les lumas, on n'a pas le droit de les ramasser du 1er avril au 30 juin. Et septembre, normalement, c'est un mois qui est censé être pluvieux. Cette année, c'est pas le cas. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Et normalement, c'est une bonne saison pour ramasser les lumas. Alors, il faut savoir que les lumas, il faut qu'ils soient, quand on les ramasse, il faut qu'ils soient bien bordés. Il faut que l'intérieur fasse pas moins de 3 cm. D'accord. L'intérieur de la coquille. Autrement, on n'a pas le droit de les ramasser, il faut les laisser continuer à grossir. Alors, il y a des endroits lumas, c'est comme des endroits champignons. Il y a des lieux propices au ramassage des lumas, dans un milieu préservé, naturel. Et là, pour faire une bonne récolte du luma, il faut en ramasser une cuisine de luma. C'est entre 300 et 600 lumas. Ah ouais. Pour en manger. Ouais. Oui, mais on mangeait de la cuisine de luma. Quand ils faisaient de la sauce au luma, ils mangeaient que de luma. Que de luma. Donc voilà, donc ça c'est la tradition. Donc il ne faut pas avoir peur de les ramasser. Et alors ensuite, moi je les mettais à dégorger dans une espèce de garde-manger avec du grillage, avec du son pour les purger, de façon, parce que nous on n'enlevait pas le petit bout de queue comme on les farcit.
on attendait qu'ils se purgent. Et on les mettait à purger pendant 3 semaines, voilà, avec du son. Et puis, 3 semaines. Bien, 3 semaines, voilà. Et alors, une fois qu'ils étaient bien... Amateur. Ah ben oui, ça c'est bon. Ah ouais, à la Saint-Éloi, tous les ans, on faisait le banquet de la Saint-Éloi, donc c'est le banquet des forgerons, et des gens qui travaillent les métaux. Et ben à la Saint-Éloi, c'était des lumats. Il n'y avait pas de Saint-Éloi sans la cuisine de lumats. C'était la tradition. Et donc ma mère, ma grand-mère ont travaillé du lumat à la Saint-Éloi, on avait le droit de les ramasser, voilà. Et alors donc, pour être relativement synthétiser un petit peu la cuisine de lumat, il faut les mettre à baver, une fois qu'ils ont purgé, il faut les mettre à baver dans de l'eau et puis un peu de vinaigre pendant 1 heure ou 2, il faut changer l'eau plusieurs fois. Et après, nous on mettait 3 cuissons. Une première cuisson pour les ébouillanter. Une fois ébouillantés, on les égouttait, on les mettait dans une deuxième cuisson, pareil, à reporter à ébullition, et on mettait une 3e cuisson, où là on mettait 1 ou 2 carottes, un bon bouquet garni, thym, laurier, poireaux, et puis on mettait plein d'ail, plein de têtes d'ail entières. Voilà. D'accord. Et alors là, on laissait cuire les lumats avec une petite échelle de vin blanc, c'est pas mauvais, dans la cuisson. Et ça fallait que ça cuise pendant 2 ou 3 heures. Alors, c'est un jeu de patience, tout ça. Ah, c'est un jeu de patience. C'est simple, hein. Ouais, mais tout ce qui est simple, c'est compliqué. Il faut respecter toutes les étapes. C'est ça. Voilà, il y a du temps. Voilà. Et alors, une fois que les lumats étaient cuits, d'abord on récupérait l'ail. Oui. Voilà. On la laissait refroidir, puis on l'écrasait pour récupérer toute la pulpe de l'ail. D'accord. Et une fois que c'était récupéré, on faisait un beurre moussant. Et le beurre, fallait qu'il mousse pas roux. Hein. Une fois qu'il moussait, on mettait l'ail dedans, on la faisait cuire, donc c'est enfantin. Et une fois qu'elle était cuite, un filet de vinaigre au parfum que vous aimez, de vin, la sauce aura un ramage différent. Autrefois, c'était un vinaigre de vin, classique. Mais bon, voilà, c'est le meilleur, c'est basique, un vinaigre de vieux vin. Voilà. Ou un vieux vinaigre de vin. Voilà. Et alors, évidemment, pour couronner tout ça, on mettait de la crème. Pas de la crème fleurette, on mettait de la crème double, la vraie crème. La fleurette, elle a un goût différent. Et une louche de cuisson de lumat, voilà, et on remettait les lumats égouttés à bouillir dans la sauce au lumat. Et là, on chantait le refrain. Quand on fait de la sauce au lumat, si savais quand t'es megnoune, il pimerait tourner megnoune. Quand on fait de la sauce au lumat. Bon, on n'a pas répété. Hein. Voilà. Bientôt, prochainement dans vos bacs. Sauf que je rectifie quand même, c'est mon devoir. Oui, oui, vous êtes là pour ça, Jean-Pierre. C'est une chanson qui a été faite en 1931. Ah oui, peut-être, oui. Par qui ? Oui. Rimbaud. Ah oui. Le poète charentais Rimbaud. Oui, ah oui, d'accord. Ouais. Mais qui est devenu un hymne régional. Oui. C'est un classique. Oui, c'est un classique des lumats. Voilà, justement, à propos de l'humain, moi, Jean-Pierre. Pour mettre en bouche, on a une tradition à Sainte-Foy, à côté des Sables-d'Olonne, où le lendemain des noces, les jeunes gens, les mariés, tout bazar, installaient grilles sur de la braise, et là, mangeaient les lumats grillés, tout chaud, sans sauce, sans rien du tout, pas d'égorge. Oui, pas d'égorgé. Ça remettait en route pour le deuxième jour de noces. Ça croquait un petit peu. Les traditions. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour rester dans la gastronomie, je me souviens un jour avoir été invité chez Pierrot Sivel, une des pointures en Vendée. Ah oui, complètement. Et il y avait un énorme plateau de fruits de mer et nos invités étaient des Chinois, une délégation chinoise. Et donc, plateau de fruits de mer et tout. Et dès le départ du repas, on voit ces messieurs qui poussent un peu les gravoyages, les coquillages, et qui se servent en algues. Ah oui. Et ils ont fait leur repas d'algues et nous, on s'est fait les coquillages. Comme ça, tout le monde a pris sa part. C'est pas mal. Merci Jean-Pierre. Sandra, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boutique ? Donc des savons. Combien là, parce qu'il y a un plateau, vous vendez quoi et combien de savons, quel type de produits ? Alors il n'y a pas de boutique à proprement parler. Il n'y a pas de boutique, mais en ligne, la cueillette. On peut retrouver. Tout à fait. Ouais, vous pouvez aller sur le site internet aprèslacueillette.fr. Et sinon, je travaille avec 14 boutiques différentes. D'accord. On peut retrouver. Que vous pouvez retrouver la liste en fait sur le site aussi. Donc je fabrique principalement, de toute façon, des savons. Il y en a
pour le corps, enfin ils font tous le corps déjà, corps et visage, cheveux, Ouais. le rasage et aussi la vaisselle. Et la vaisselle, c'était, on va dire, c'est un peu ma spécialité parce que la recette vient de mon arrière-grand-mère. C'est vrai? Ouais. C'est de la transmission. Par intermédiaire de ma grand-mère. En fait, quand j'ai offert mes premiers savons à ma grand-mère, elle m'a dit bah, c'est pas possible, c'est pas toi qui as fait ça et tout. Et à l'époque, je gravais mon petit surnom dessus. Donc elle a vu que c'était moi. Et là, elle m'a dit bah, si tu savais, ta grand-mère aussi fabriquait du savon pendant la guerre. Et j'ai dit C'est drôle ça. c'est chouette ça. Ouais. Et alors, je lui ai demandé si elle se souvenait de ce qu'elle mettait dedans. Ouais. Et là, elle m'a dit bah, elle mettait comme toi de l'eau, de la soude. Et elle mettait du lierre et de la graisse animale, puisque la graisse végétale, c'était compliqué à trouver. Et donc l'idée du lierre est restée un petit peu dans ma tête. Et quelques temps après, j'ai fait un stage de plantes sauvages. Et la personne avec qui j'ai bien sympathisé faisait des stages de survie avec des enfants. Et donc il faisait la vaisselle avec du lierre. Donc je me suis dit, je vais faire un savon vaisselle avec du lierre en hommage à mon arrière-grand-mère Armandine. Ah, c'est chouette. Voilà. C'est- Ouais. Et alors, vous parlez de saponification à froid. Oui. Alors c'est quoi exactement? Alors en fait, c'est que je cuis pas du tout mon savon. C'est que je le fabrique, je fais un mélange d'eau, de soude. Naturellement, le mélange il monte à température. Ça, c'est la réaction chimique. Et à côté, je fais mes préparations de beurre, d'huile, tous bio bien sûr. Et quand les beurres, faut les faire fondre au bain-marie pour pas abîmer en fait j'ai perdu le mot. Enfin bref, propriété, merci. Oui. Et après, quand tout est à température, je mélange les deux ensemble avec un mixeur plongeur, tout simplement. Okay. Je fais ça dans des seaux à champagne et avec un mixeur plongeur. Ouais. C'est tout basique. La machine, elle est très simple. Et donc, une fois que je mélange ça, à un moment, la pâte, elle commence à changer d'aspect. Si je secoue mon mixeur comme ça en surface, il y a un petit filet qui se trace. Ça s'appelle la trace. D'accord. Et là, je mets en moule, je mets des couvertures autour. Et puis, pendant 24-48 heures, la magie du savon opère. Ça durcit. Et ça fait du savon avec de la glycérine végétale. Naturelle. D'accord. Et après, je les coupe, je les mets à sécher. Et voilà. Excellent. Ils sèchent pendant 4 semaines avant de pouvoir les utiliser. Merci pour la transmission. On va marquer... juste, excusez-moi Jean-Pierre, je vous coupe. On va tout de suite passer la parole à Jean-Pierre Bertrand pour sa chronique, parce que je vois le chrono qui défile là. C'est de bouche. Alors, je vais aller vite. On ramasse le goémon depuis longtemps. Oui. Là, on va entendre Madame Marguerite Bourdin, qui nous parle d'une époque, c'est pas si vieux que ça, en 1955, où on recueillait sur la plage des Sables d'Olonne, dans les environs d'Olonne, des algues pour produire de la soude. Eh bien, on écoute. Et puis, il y en a beaucoup qui allaient ramasser des algues et ils les faisaient sécher pour les vendre. Mais alors, pour consommer ou pour... Mais je ne sais pas ce qu'ils faisaient, parce qu'avec les algues, il s'est fait beaucoup de choses. Et ça servait beaucoup pour la science. Oui, et pour la cuisine aussi. Et puis la cuisine, je sais pas, j'en ai peut-être mangé, que j'ai pas fait attention. Donc ils les connaissaient, alors, les variétés. Il y avait pas mal d'algues. Il y en avait qui avaient des petites boules, il y avait des machins, mais il fallait savoir les ramasser. Voilà. Et ils les ramassaient, c'était comment il s'appelait déjà? Marcel Boisard. Ah oui. Il faisait les taxis, et bien en même temps, il faisait sécher ses algues. Ah oui, donc il les connaissait. Oui, mais il les achetait. Les gens allaient les ramasser et ils les achetaient, mais lui, il les revendait bien plus cher. C'est magnifique avec des superbes photos. Jean-Pierre. Oui, et le deuxième témoignage nous vient de Jeanne Quentin, qui est native de l'Île-Dieu et qui se souvient, dans la période 1917, du ramassage des algues de Guémeng pour en faire de la soude, justement destinée aux savonniers ou savonnières. Voilà. Donc l'Île-Dieu dans les années 17. Ah ben c'est parti. Et grand-mère et puis tous les autres habitants, quoi, on allait faire ce qu'on appelle la cueillette du goémon, une fois par an. On partait avec la faucille, et puis on allait un jour de grande marée, parce que la mer descendait très bas, et plus on descendait, plus on avait de goémon. Alors on coupait ce goémon, alors on emmenait un âne avec nous, et puis sur son bas, on mettait le goémon, et puis on montait le goémon sur la côte, et puis on le laissait assécher sur la côte. Alors on le laissait assécher, si le temps était très beau,
Ça allait très vite, hein, on laissait assécher à peine 4-5 jours. Hein, et puis on allait le retourner pour qu'il sèche de l'autre côté. On le laissait encore 4-5 jours. Et puis on emmagasinait le goiemon. Excellent. Voilà. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Bertrand, merci. Et puis Jean-Pierre Pouvreau, je vous ai coupé la parole. Vous aviez une question. Ah oui, mais très courte. Quel était votre surnom? C'est vrai, vous nous parliez d'un surnom. On veut savoir. Ginette. Ginette. génial. Bon, vous avez votre réponse. Ah oui, je suis ça. très content, merci. Eh bien, je ne vais pas vous appeler Ginette, Sandra Le Marchand. Merci beaucoup, on a compris. Donc, après la cueillette, transmission, mais aussi produits de beauté, et puis des balades autour de l'algue et de ses vertus. Merci beaucoup d'être venu, et puis on a pris l'adresse. Donc, c'est du côté de la Chaise Giraud, avec également le site. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci les Jean-Pierre. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis on vous retrouve prochainement en CD avec la sauce Luma. Hein, oui, la sauce prochainement Luma, dans vos oui, bacs. on va répéter On un va tout petit répéter, peu. puis Oui, ouais, bon, on va te prochainement demander dans des les bacs. répétitions, oui. Eh ben ça marche. À bientôt. À bientôt. À bientôt.